Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'Instant Politique. Aujourd'hui, on va aborder les élections municipales à Creil. Creil est une ville de 35 000 habitants située dans l'Oise. Dans cette ville, nous avons 4 listes qui sont en lice pour les élections. Une liste conduite par la maire sortante PS, une liste de la droite réunifiée, une liste lutte ouvrière et enfin une liste La France insoumise conduite par monsieur Omar Yacoub que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Monsieur Omar Yacoub, bonjour. Bonjour Monsieur Tage. Monsieur Omar Yacoub, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter à nos téléspectateurs et nous décrire un petit peu votre parcours personnel, professionnel et votre attachement à la politique, comment vous en êtes arrivé à là? Donc voilà, je m'appelle Omar Yekoub, j'ai 46 ans, je suis père de 4 enfants, je suis né à Creil et j'ai grandi à Creil. Mes parents sont d'origine pakistanaise, ils sont venus dans les années 70. Mon père très rapidement s'est installé à Creil Mhm. avec ma mère. Et du coup, avec mes frères et sœurs, on a grandi dans cette ville, on a fait nos études, on a dû partir comme beaucoup de Créoises et Créois, soit à Amiens, soit en région parisienne pour pouvoir poursuivre notre cursus universitaire. Mhm. Et du coup, bah, mes premiers boulots, je les ai aussi faits à Creil. J'ai travaillé, enfin, il m'est arrivé de travailler pour la ville de Creil en tant qu'animateur, pour le centre social aussi qui est à Creil. J'ai fait des petits boulots aussi pour payer mes études. J'ai été commerçant quelques années à Creil avant de rentrer dans la fonction publique d'État, où j'ai passé un concours pour devenir éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Mhm. Alors, éducateur protection judiciaire de la jeunesse, c'est un métier où on accompagne des jeunes qui ont des parcours de vie compliqués, souvent issus de parents divorcés, confrontés à des addictions, à la rupture scolaire, enfin plein de difficultés. Ces jeunes-là, souvent, on les met, ils sont suivis par des éducateurs où on essaie justement de les accompagner, de les remettre dans des dispositifs de droit commun, de recréer avec eux une dynamique de vie sociale. Et donc, pendant très longtemps, j'ai fait ça dans une ville qui est juste à côté de Creil, qui est Nogent-sur-Oise. Donc, on accompagnait ces jeunes. Et depuis 2-3 ans, je suis responsable d'unité. J'ai évolué, je suis chef de service dans une ville qui s'appelle Beauvais, dans l'Oise. D'accord. Et donc, je manage une petite équipe d'éducateurs. Voilà. D'accord, très bien. Comment vous en êtes arrivé à la politique et comment vous en êtes arrivé à LFI? Alors, à la politique, bah forcément, hein, la politique prend tous les jours des décisions pour nous. Donc, on est souvent impacté par les décisions qui sont prises. Et du coup, bah, dès qu'on veut s'investir dans quoi que ce soit, quand on est commerçant, quand on a des difficultés, bah, le premier interlocuteur, c'est les politiques. Quand on milite dans une association, bah, pareil, le premier interlocuteur, c'est les politiques et parfois on subit les décisions, des politiques, que ça soit au niveau local, départemental, régional, échelon national. Il y a toujours une interaction avec le politique. Et au bout d'un moment, quand on voit qu'il y a des décisions qui sont prises souvent sans nous, et parfois contre nous, alors qu'on vote pour ces gens-là, eh ben, on commence à se questionner un peu, on va chercher, on va s'intéresser et petit à petit, on commence à s'investir. Donc souvent, comme beaucoup de gens, on commence par, on va dire, un parcours associatif et petit à petit, ça glisse vers le parcours, on va dire, un peu plus politique où on se dit, voilà, pourquoi pas essayer de vouloir changer soi-même les choses. Vous avez toujours été LFI? Vous avez démarré à LFI? Non, j'ai pas toujours été LFI, j'ai souvent été sur des listes sans étiquette. Et en 2014, on a créé un mouvement citoyen qui était fabuleux, qui s'appelait Génération Creil. C'était des gens un peu déçus du Parti socialiste, des écologistes, des communistes. On s'est réunis et cette liste, alors que c'était la première fois qu'elle se présentait, elle a perdu la ville de 300 voix. Mais ça a été affreux, hein. On avait face à nous des gens qui étaient prêts à tout. On avait le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, qui était venu soutenir le candidat socialiste à l'époque. On avait des ministres. Enfin, il y avait des moyens considérables en face de nous. Nous, on était juste une petite liste citoyenne. Bon, bah voilà, on a réussi à convaincre avec nos idées. Bon, ça n'a pas été suffisant en 2014. Manque de bol, on a gardé une dynamique constante entre 2014 et 2020. Mhm. Voilà, on a été rencontrer les gens, on a construit un programme. Alors c'est marrant parce que souvent les gens nous accusent, oui, vous vous présentez, vous n'avez pas d'idée. Nous, on avait fait un programme qui avait plus de entre 60 et 70 pages.
C'était, C'était un programme très travaillé alors? très travaillé, qui était, qui reposait sur un diagnostic. On est parti voir des syndicats, le monde associatif, des professionnels de chaque secteur. Et on a élaboré un programme en 2014. Ce programme, on l'a affiné pour 2020, donc on est resté dans une dynamique où on travaillait, on est resté très en lien avec la population. Mais manque de bol, il s'est passé, la crise sanitaire, en France, mais nous, on l'a subi avant tout le pays parce que, le covid, il a commencé à Creil. Ouais, c'était créé, oui, effectivement. Et donc, ce qui s'est passé, on s'est retrouvé confinés un peu avant tout le monde. Juste avant le Covid, on avait organisé plein d'actions. On avait organisé une réunion publique où on avait réuni plus de 1200 personnes. Donc c'est pas rien, c'est qu'il y avait quand même une forte adhésion à nos propositions, à notre vision politique à Creil, où on disait voilà, on va essayer de faire de la politique en dehors des partis politiques, une liste citoyenne sur des idées de gauche. Sauf que on s'est retrouvé face au Covid, les gens se sont pas mobilisés, on a eu un taux d'abstention record, mais comme le reste de la France, hein, plus de 60%. Et du coup, on n'a pas réussi à transformer l'essai en 2020. Entre-temps, voilà, je vous cache pas, moi j'ai continué à m'intéresser à la vie politique locale, est arrivée l'élection, européenne, où on a vu, on va pas se mentir, un massacre, un génocide s'opérer en Palestine. C'est une situation qui m'a extrêmement choqué, ému comme beaucoup de gens, hein. Mmh. Sauf que j'ai vu à ce moment-là qu'il y avait qu'une seule liste, qu'un seul parti politique qui a tenu une ligne malgré les insultes, les menaces, les attaques d'antisémitisme, enfin, parfois des arguments complètement farfelus, ils ont tenu bon. Et moi, j'ai trouvé ça très respectable. Et donc, aux élections européennes, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce parti. J'ai été à leurs réunions. J'avais déjà voté pour Jean-Luc Mélenchon aux 2 dernières présidentielles. Mais là, j'ai fait un petit peu plus et du coup, j'ai décidé de m'engager parce que je me dis, si on s'engage pas avec des gens qui nous défendent, et on va pas se mentir, la France insoumise, souvent on les accuse en disant oui, ils font du communautarisme, ils s'intéressent aux quartiers populaires, parce que voilà, il y a une volonté de mobiliser un certain électorat. C'est des arguments complètement fallacieux. Les quartiers populaires se mobilisent et votent massivement pour la France insoumise parce qu'ils se reconnaissent dans les idées de la France insoumise. La France insoumise porte un projet anticapitaliste et souvent dans les quartiers, on a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui ont des petits boulots, qui ont des conditions de vie compliquées parce qu'on a les services publics en moins, on nous oublie. Et la France insoumise, il faut le reconnaître, c'est le seul parti qui met un espèce de coup de projecteur sur tous les quartiers populaires. Ils vont sur le terrain, ils vont à la rencontre et on aura l'occasion d'en reparler. Nous, on a eu des députés, enfin, on a eu des Oui. personnalités nationales. Vous avez Émeric Caron dernièrement, j'ai vu, vous avez Alors, on a eu Manuel Bompard, qui est le coordinateur national de la France insoumise, qui est venu à Creil nous apporter, lancer notre campagne. On a eu Daniel Obono qui est venu. On a eu Carlos Bilango qui est venu, on a eu Louis Boyard qui est venu, on a dernièrement Aymeric Caron qui est député de la REV, même s'il est affilié au mouvement de la France Insoumise au Parlement, il est venu nous apporter son soutien le 29 janvier. Et on a le 12 février Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc qui viendra Mélenchon en qui va personne. venir. Voilà. Si vous êtes à la tête, d'une liste, du coup, c'est parce que, vous estimez que le bilan de la majorité en place, actuellement qui est de gauche, qui est PS, de sensibilité, n'est pas satisfaisant. Quelles Mm. seraient les principales critiques que vous pourriez émettre à l'égard de Le, cette le, majorité? le Parti socialiste, il faut savoir, ça fait 106 ans qu'ils sont à la tête de cette ville. Ça fait 106 ans, donc voilà, il y a eu plusieurs maires socialistes. Mon objectif, c'est pas de faire le procès des uns et des autres. D'ailleurs, tous ne se valent pas. Il y a eu des maires qui ont été plutôt bons, mais 106 ans installe une forme d'usure. Voilà, une absence de renouvellement, c'est toujours les mêmes pratiques, les mêmes méthodes, et du coup, voilà, on va dire, le changement ne viendra plus d'eux. On voit l'état de Mmh. la ville, tout le monde la trouve moins propre, estime on se sent pas forcément en sécurité. Le taux de chômage aujourd'hui, il est 3 fois la moyenne nationale pour les jeunes. Il y a 40%
de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. On est la 8e ville la plus pauvre de France. On a 25% de familles monoparentales, donc ce qui rajoute de la précarité pour ces gens-là qui sont en difficulté. Et si la mairie, qui n'est pas force de proposition, les laisse comme ça dans des quartiers, où on a un quartier par exemple dans les Hauts-de-Creil, où il y a 80% que de logements sociaux. On a un logement sur 5 qui est suroccupé à Creil. On a 2 tiers de la ville qui est en quartier prioritaire de la ville. En fait, on cumule trop de facteurs qui ne permettent pas à la ville de se remettre en mouvement. Et moi, je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent, parce que souvent on a une idée, enfin une image très négative de la ville de Creil. Ça aussi, je leur reproche de pas faire le travail de porter une image positive de la ville en laissant les choses se faire. On a une ville qui est à quelques kilomètres de Paris. On a une ville qui a l'une des plus grandes gares de France et des Hauts-de-France. On a l'autoroute A1. On a une rivière qui s'appelle l'Oise. On a l'aéroport de Roissy. On a l'aéroport de Beauvais. C'est-à-dire on a un positionnement géographique stratégique qui réunit toutes les conditions pour que la ville puisse exploser dans le bon sens. Voilà, créer de la richesse, de l'économie. Et en face de ça, quand on regarde justement la situation des Créoises et des Créois, comme je le dis, euh, des jeunes 3 fois la moyenne nationale, eh ben, ce taux de chômage, moi je ne l'explique pas, je ne le comprends pas, et je me dis, il faut qu'on ait à la tête de cette ville des élus volontaristes qui vont justement remettre en place du lien entre le monde économique et les quartiers populaires pour permettre justement aux gens de vivre dignement, de vivre avec des revenus qui leur permettent de faire de vrais choix. Très Voilà. bien. Bah, du coup, vous avez posé le constat, et maintenant, quel est votre programme? Comment vous pourriez, éventuellement le décliner? Comment vous pourriez, quelles seraient vos principales mesures, pour permettre justement d'impacter dans le bon sens sur cette ville et de corriger tous les Les mauvais manquements. points, les manquements que vous avez mis en avant? Alors moi souvent je porte une vision pour le territoire parce que le maire de Creil est souvent aussi le président de l'agglomération Creil-Sud-Ouest. C'est une agglomération de plus de 100 000 habitants. Alors c'est pas parce que c'est le président de l'agglomération qu'il va prendre toutes les décisions tout seul. Il va falloir respecter euh, la sensibilité et les particularités des autres villes parce qu'on est dans une ville, enfin on est dans une agglo où il y a beaucoup de villes urbaines, mais il y a aussi des villes un peu rurales. Donc, ça sera un travail de concertation avec les autres maires de l'agglomération. Mais la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, Creil n'a pas d'identité économique. Et si vous prenez l'exemple de Chantilly, je donne l'exemple de Chantilly, qui est la ville du cheval, dès qu'on pense à une ville, on y associe quelque chose. Aujourd'hui, Creil, on n'a rien à y associer. Et c'est à cause de ça qu'on porte aujourd'hui une image un peu négative. Et donc, je serais le VRP de Creil, où je porterai une image positive de la ville dans toutes les instances, partout où je serai. Donc ça, c'est le premier point. Et comme je le disais tout à l'heure, on a une capacité à créer cette identité autour de l'économie. Alors je vais donner quelques exemples de villes. Il y a la ville de Dole, dans le Jura, qui s'est spécialisée, qui est une agglomération de 55 000 habitants, donc 2 fois plus petite que l'agglomération créoise, et qui a réussi à créer une identité autour des métiers, autour de la santé, des nouvelles technologies autour de la santé. On a à Saint-Quentin, dans l'Aisne, une agglomération également qui a réussi à se créer une identité autour des métiers sur l'intelligence artificielle. Nous, à Creil, comme je l'ai dit, on a le barreau Creil-Roissy qui va se faire. C'est un barreau qui va permettre aux Créoises et aux Créois de pouvoir accéder à Roissy en 17-18 minutes, en moins de 20 minutes. Euh, cette ligne, ce projet c'est une opportunité inespérée pour nous. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à un vivier d'emploi de 95 000 emplois. Voilà. Il y a à peu près 3 000 chômeurs à Creil aujourd'hui. Donc ce sera une occasion pour permettre le plein emploi pour les Créoises et les Créois. Les métiers de l'aéroportuaire, c'est pas seulement bagagiste, hein. Il y a des métiers autour de la sûreté, autour du commerce, autour de l'administratif, autour de la fonction publique. Enfin, il y a plein de métiers qui pourraient être accessibles à ces Créoises et Créois. Il y a 10 000 postes qui vont être créés dans les prochaines années. On sait qu'il y a 30 000 postes qui vont être renouvelés à cause des départs en retraite. Et donc, moi, je voudrais qu'on puisse travailler autour d'une identité, autour des métiers aéroportuaires. En tout cas, moi, je le ferai. Et je dis pas, mais en tant que maire,
on se doit de recenser aussi les besoins de toutes les entreprises. On a des entreprises qui souhaitent s'installer, on a des entreprises qui ont des besoins, qui ont besoin d'avoir des employés qualifiés. Aujourd'hui, à Creil, pour 100 Crayois, il y a 140 emplois. Et pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 fois plus de chômeurs à Creil que la moyenne nationale. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'il y ait plus de chômeurs alors qu'il y a une offre d'emploi présente? C'est parce que aujourd'hui, le politique n'a pas réussi à faire le lien entre le monde économique et les Créoises et les Créois. Et C'est-à-dire que moi, les emplois demandés sont pas en adéquation avec, la formation? exactement. Et pour ça, on a des leviers à Creil, parce que en tant que maire, on peut déjà identifier les leviers institutionnels. Je vous donne un exemple, on a une UIT aujourd'hui qui développe des formations, des cursus autour de la logistique. Bah, pourquoi pas recenser tous les besoins du territoire et voir avec l'UIT comment on peut développer des formations, hein, des cursus qui sont en adéquation avec le bassin de vie pour permettre à ces jeunes d'avoir un emploi. Alors je parle de l'UIT, mais on a plein d'organismes de formation, l'AFPA, enfin, comme dans toutes les villes. Mmh. Et donc, il y a un travail à faire avec les organismes de formation. Alors même si c'est pas le rôle premier du maire, comme je le dis, il faut qu'on soit dans une démarche volontariste. Alors, je vais donner un autre exemple qui va paraître un peu farfelu, hein, mais parce que comme je suis candidat LFI, on se dit souvent, on essaie de nous porter un peu cette caricature qu'on serait un peu contre les entreprises, contre l'économie, mais c'est pas du tout le cas, hein. On a Amazon qui est dans une ville à côté. Aujourd'hui, on a plein de gens qui travaillent à Amazon, qui n'ont pas le permis, qui ont des difficultés. Pourquoi pas créer une ligne de bus entre Creil et cette ville pour permettre aux jeunes ou aux moins jeunes, à des gens de pouvoir accéder à l'emploi. En tout cas, Très bien. nous, sur la question de l'emploi, on donnera les moyens parce que les gens, souvent, quand ils m'interrogent, ils me questionnent dans la rue, c'est souvent autour de l'emploi. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'emploi? Ils ne demandent pas des aides. Les gens, ils veulent vivre dignement. Ils veulent être autonomes. Et donc, il faut qu'on leur donne les moyens pour être autonomes. Très bien. Vous avez parlé d'économie, d'emploi. Je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui est, le logement, qui est aussi une préoccupation, majeure des Créois et des Créoises. Vous parliez de la suroccupation, vous parliez de sujets, aussi qui sont indirectement liés, je pense un petit peu la propreté et cetera. Quel est votre programme là-dessus? Que comptez-vous faire? Notamment en matière de logements sociaux et en matière de logements, Alors, résidentiels et privatifs? Alors sur le logement, aujourd'hui, il y a à peu près 52-53% de logements sociaux à Creil. On a 3 500 demandes en attente. Voilà. On sait aussi qu'il y a des familles actuellement qui sont à la rue avec leurs enfants. C'est une réalité, qu'il y a à Creil. On n'avait pas vu ça depuis longtemps et ça, c'est inquiétant. On voit que la question du logement, prend une ampleur assez importante alors qu'on a de vrais leviers parce que le maire de Creil est aussi le président de Oise Habitat qui est un organisme Logements heu, sociaux? de logements sociaux à Creil et du coup, on a en vérité des leviers, par rapport à ça et après je reviendrai sur le plan de rénovation urbaine. Hem, Pourquoi? Parce que, tous ces tous les logements déjà actuellement qu'il y a à Creil, faut savoir qu'il y a une bombe à retardement, qui est liée, autour de cette situation parce que on a des logements qui deviennent insalubres. Voilà, aujourd'hui, on a des familles entières qui ont des logements petits, insalubres, il y a de la moisissure, il y a des rats, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est des logements insalubres. Moi, je pars du principe qu'une famille ne doit pas payer pour respirer de la moisissure. Voilà, parce que cette moisissure, elle vient abîmer leur santé, la santé de leurs enfants et moi, je trouve ça scandaleux. Ces logements-là, ils ont été payés peut-être 2 fois par les Créoises et les Créois, parce que c'est des logements qui datent depuis, un certain nombre d'années et on voit qu'on tarde sur, les questions de rénovation. Moi, demain, maire de Creil, tous les logements insalubres, j'aurais pas, je veux pas dire la main qui tremble, mais j'aurais pas aucune hésitation à justement signer des arrêtés d'insalubrité pour forcer les bailleurs à remettre en état des logements parce que les gens ont le droit de vivre dans des logements dignes. Donc sur ce point-là, je voudrais dire ça et sur le plan de rénovation urbaine, on a des secteurs de la ville qui sont justement rénovés, on isole, on essaie de le revoir et sur ce point-là, je trouve qu'il y a quand même aussi parce que souvent les socialistes disent: «Oui, on a rénové les quartiers». Eh ben, quand j'interroge, les gens, je me rends compte qu'il y a plein de choses à pour lesquelles on est passé à côté. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on détruit, une certaine partie des logements pour pouvoir, bon, permettre au quartier de respirer.
Bon, ces destructions se font sans concertation avec les gens. Alors mettez-vous à la place d'une famille qui, se retrouve du jour au lendemain, être obligée de pouvoir quitter son quartier alors qu'elle y a passé 20 ans, 15 ans. Alors il y a des attaches, hein, on a nos cercles sociaux qui se sont construits, on a nos repères et du jour au lendemain, on se retrouve parce qu'il n'y a pas eu un travail de concertation qui a été mis en place, complètement exclu du quartier. Et ça, c'est d'une violence inouïe. On a toute la circulation qui n'a pas été réfléchie pendant ces plans de rénovation. Et ça, je leur reproche. Parce qu'on aurait pu profiter de ces rénovations pour justement aménager la circulation, remettre du vélo dans ces quartiers-là, et ça n'a pas été le cas. L'autre point qu'on pourrait aussi reprocher, c'est que ces plans de rénovation urbaine, normalement, qui sont effectués, mis en place avec l'ANRU, ils ont aussi pour vocation à créer du service public au cœur des quartiers. Ça fait partie des objectifs. Ben, moi, je suis désolé, quand on voit les plans de rénovation urbaine actuels, eh ben, il y a vraiment à louper sur ces aspects-là. Et après, un dernier point sur le logement que je voudrais aborder. Je le disais, il y a 3500 demandes en attente. Aujourd'hui, il y a chez beaucoup de Créoises et Créois un sentiment d'injustice sur la question d'attribution des logements. Alors, plein de gens me rapportent, me disent: «Voilà, ça fait 7 ans que j'attends, 8 ans que j'attends, mon logement il est insalubre, il est trop petit, trop grand même». On a des gens qui nous disent: «J'ai un logement trop grand, mes enfants ils sont tous partis, je veux un logement plus petit. Mon logement, c'est un F5, je suis au dernier étage, bah, c'est compliqué pour moi de monter toutes les marches. Je voudrais un logement, au rez-de-chaussée, plus petit, c'est pas grave, j'accepte». Ben, toutes ces personnes-là se retrouvent souvent, dans des délais, de 7, 8 ans et ne comprennent pas que parfois, il y a des gens, au bout de 15 jours, un mois, arrivent à accéder à un logement de manière, voilà, on ne sait pas trop comment. Et ce sentiment d'injustice, je pense qu'il est réel, et ben, ça amène aussi une forme de, enfin, ça contribue pas à l'apaisement de la ville. D'accord. Voilà. Les gens, ça renforce la défiance que les gens peuvent avoir à l'égard des politiques. Et ce qui explique parfois une explosion de l'abstention dans nos quartiers. OK, un dégoût pour la politique, Un quoi, c'est ce dégoût pour que la politique. On comprend pas parce qu'ils nous disent, voilà, on nous avait promis un changement de logement, on nous avait promis qu'on allait changer le quartier. L'élu, il disait, voilà, votez pour moi, j'habite dans le quartier, je vais changer le quartier. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, l'élu, il déménage. Il change pas le quartier, il change de de quartier. quartier, Et d'accord. ça, les gens, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Ils disent, non, c'est pas possible. On les voit pas pendant 6 ans. Eh ben moi, demain, si je suis maire de Creil, je m'engage à mettre en place des permanences, à rencontrer les gens et surtout sur la question du logement, il y a un autre point que je voudrais aborder et après j'arrête. Je te Non, non, laisserai non, non, parler non, non, pas de souci. des autres points. C'est que souvent les gens ils sollicitent les bailleurs sociaux, ils questionnent, ils envoient des courriers, mais ils n'ont pas de réponse. Zéro réponse. Et je pense que ça fait partie des missions du politique de permettre une mise en relation entre l'usager et le bailleur. Très bien. Un autre aspect qui intéresse beaucoup les Créoises et les Créoises, je suppose, c'est la sécurité. Les questions de sécurité sont vraiment importantes, sur cette ville, Mmh. et je voulais savoir votre positionnement là-dessus. Qu'est-ce que vous mettrez en œuvre concrètement, pour améliorer le sentiment de sécurité et la sécurité au sens réel, de la ville? Mais je voudrais aussi que vous abordiez la question de la vidéosurveillance, qui est un point important parce que la majorité sortante en avait fait un de ses chevals de bataille. Ils prévoient d'ailleurs dans leur nouveau programme de rajouter des caméras, de rajouter des policiers municipaux et je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors sur la sécurité, moi je voudrais juste rappeler quelque chose, à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que, c'est une fonction régalienne. C'est l'État qui doit assurer la sécurité sur l'ensemble de la ville. Je dis ça parce que ça crée une forme d'inéquité si, par rapport aux villes qui ont une police municipale ou pas. Toutes les villes ne peuvent pas se permettre d'avoir une police municipale. Nous, à Creil, on a la chance d'avoir une police municipale, heu, mais du coup, je dis ça parce que je voudrais aussi rappeler les missions de la police municipale. Parce que souvent, les gens se disent: «Une police municipale est là pour démanteler les réseaux, est là pour», alors que c'est pas sa mission première. La police municipale est là pour amener de la tranquillité publique et je dis ça parce que je voudrais rassurer aussi les agents. Si demain je suis, maire de Creil, je voudrais aussi les rassurer en leur disant: «Voilà, il est hors de question pour moi de vous exposer à des risques pour lesquels, vous n'avez pas été recrutés». Donc moi, je veux une police municipale de proximité, qui va à la rencontre des gens, qui est formé à des méthodes de médiation. Parce que le lien entre les gens et la police, la confiance est rompue. On le voit à l'échelle nationale.
Voilà, il y a la question des contrôles parfois qui viennent, il y a plein de questions, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et souvent, on a besoin de recréer cette confiance. Et ben moi, de ma mère de Creil, je voudrais remettre en place cette confiance entre les gens et cette police municipale de proximité. Concernant la vidéosurveillance, alors je suis pas dogmatique parce que c'est souvent à la France insoumise, on dit voilà, on est contre la vidéosurveillance. Parce que la vidéosurveillance, elle me pose un problème parce que souvent elle représente 40% du budget de la ville sur la question de la sécurité pour 2% de résultats. Et donc, pour moi, c'est un outil comme un autre. Est-ce qu'il est efficace ou pas? Bon, bah voilà, il va falloir qu'une fois qu'on accède aux responsabilités, interroger l'efficacité de cet outil. Mais où cet outil il est gênant, c'est que souvent cet outil il est détourné de son usage principal. On utilise souvent la vidéosurveillance pour de la vidéo-verbalisation. Et souvent, on s'attaque à des pères de famille, alors parce que ça arrive à plein de gens, hein, de pas avoir respecté. Alors je dis pas qu'il faut le faire, hein. Je suis contre, hein. Faut respecter tous celles et ceux qui m'écoutent. Voilà, n'allez pas dire que je suis le candidat qui appelle à la délinquance routière, pas du tout. Je demande aux gens de respecter le code de la route, mais souvent on s'attaque à des pères de famille qui ont pu on va dire enfin ils n'ont pas fait attention, inattention, avoir loupé un truc et se retrouver avec un PV. Il ne faut pas que ça devienne une pompe à fric, quoi. Ce que reprochent beaucoup Exactement. Exactement. d'usagers et de victimes de verbalisation avec la vidéosurveillance, c'est qu'on a l'impression souvent de payer pour payer, alors que bah, je sais qu'il y a des mères de famille qui peuvent stationner pour déposer leurs enfants à l'école Très 30 vite, secondes et puis et ils se retrouvent ils avec se un retrouvent PV. avec un PV alors qu'il n'y a pas de place de stationnement, il n'y a pas d'arrêt minute, il n'y a pas ce genre de choses. Bah ça, c'est l'exemple parfait. Ouais. Voilà, on a plein de gens qui nous parlent de ça en disant, voilà, j'ai été déposer mon gamin dans une école qui s'appelle Rabelais, Mhm. où il recevait des PV, et bon, bah, moi je l'entends, et souvent, j'entends aussi des gens qui me disent, on s'est fait brûler notre voiture, Mhm. on veut les images, on veut Et que là, ça on veut pas ça. aboutisse, et souvent, bah, à ce moment-là, on nous dit, ouais, la caméra, elle est tombée en panne. Bon. Donc moi, je voudrais juste rappeler, je suis pas dogmatique en disant, voilà, on va fermer les caméras, on va questionner les gens, on va recenser les besoins, peut-être qu'on les redistribuera autrement, on reverra la configuration de ces caméras, mais voilà. Je D'accord. veux prioriser la présence humaine. D'accord. Un petit mot sur les impôts locaux. Euh, Quelle est votre vision en la matière? Est-ce que vous comptez, une fois arrivé en place, augmenter les impôts locaux ou vous comptez les maintenir? Le contribuable, lui, a le sentiment que les impôts locaux explosent, Mm, qu'il paye de plus en plus pour un résultat en face dont il ne voit pas la couleur. mm. Alors moi, je vais vous apporter une précision. J'ai eu dans mon parcours de vie, alors je sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai eu cette possibilité de faire partie des gens qui avaient des revenus, on va dire, un peu limités. J'ai eu cette possibilité de faire partie de la classe moyenne aujourd'hui. Je fais partie de la classe moyenne. J'ai eu cette possibilité de travailler dans le privé, d'être commerçant à mon compte, comme maintenant je suis fonctionnaire. Et du coup, j'ai eu la possibilité d'être dans la peau un peu de tous les Créoises et Mhm. Créois. Bon, je sais que les impôts à Creil, c'est une vraie question. Alors, sur le plan des impôts, il faut savoir qu'à Creil, un Créois paye en moyenne 400 euros d'impôts, alors que dans une ville de même strate, on est plutôt autour de 800 euros. Je voudrais aussi rappeler un autre élément qui est important et qui constitue le budget d'une ville, c'est les dotations d'État. Aujourd'hui, à Creil, on est autour de 700 euros par Créoise et Créois de dotation d'État, alors qu'une ville de même strate, on serait autour de 205 euros pour chaque habitant de la ville. Pourquoi j'apporte cette précision? Parce que pour une, pour une ville comme Creil, et dans le contexte politique actuel, on sait que la droite extrême ou l'extrême droite peut accéder à des responsabilités nationales, eh ben, le budget d'une ville qui repose sur autant de dotations d'État et avec très peu de Créois qui peuvent payer, eh ben, c'est un budget très fragile. Et donc, moi je le dis, ce budget-là, on va changer d'approche, nous à la France Insoumise. On veut plus investir dans des projets qui n'ont plus de sens, hein. Nous à Cré, on a un port de plaisance, voilà, qui coûte des millions, qui a été réalisé sans demander l'avis des Créoises et des Créois. Eh ben nous, on veut arrêter avec ces projets de vitrine. Voilà. On veut remettre de l'argent où il est utile. Et c'est pour ça qu'on va déployer plus dans l'humain, plus sur des politiques publiques qui ont du sens pour les Créoises et les Créois, que dans des projets qui n'ont pas de sens. Donc voilà, on fera.
plus avec ce qu'on a. Donc moi, je veux rassurer les Créoises et les Créois, il n'est pas question d'augmenter les impôts. Et d'ailleurs, concernant la taxe foncière, hein, je la paye. Donc je sais ce que c'est. Je vais vous donner un exemple d'un Créois, un couple avec un enfant qui accède à la propriété en 2020 au quartier de la Roseraie. Alors c'est pas le quartier, on va dire, où il y a les plus belles résidences, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de difficultés là-bas, mais il fait partie de notre ville et on aime ce quartier quand même. Euh, un couple en 2020 payait 700 euros de taxes foncières en 2020. En 2025, il paye 1030 euros. Donc, on va dire qu'il y a plus de 30% d'augmentation sur la taxe foncière. Alors, moi, je connais personne qui a eu une augmentation de 30%, hein, peut-être sauf le président de Total ou d'Amazon, j'en sais rien. Mais dans les gens que je connais à Creil, il y a personne qui a vu son pouvoir d'achat augmenter de 30%. Et ben, je veux dire à ces gens-là que je comprends ce qu'ils vivent, parce que moi-même, je paye la taxe foncière, et que il est hors de question d'augmenter la taxe foncière. Très Voilà. bien. Surtout en tant que gauche. D'accord. Quand on se dit de gauche, on ne peut pas laisser une explosion aussi importante. Vous bénéficiez de soutiens importants. Vous avez eu la visite de Manuel Bompard, vous avez eu dernièrement la visite d'Aymeric Caron et vous avez le 12 février la visite très attendue de Jean-Luc Mélenchon, le chef de parti, si on peut dire, de la France insoumise, en tout cas à la tête de gondole. Est-ce Moi, je que dirais vous... le futur président de la République. ça n'engage que vous. En tout cas, est-ce que vous pensez que c'est un atout électoral, local, ou vous craignez pas de nationaliser un petit peu un scrutin municipal et de lui donner plus d'importance que prévu? Alors, nous, on le voit actuellement dans la campagne municipale. Franchement, hein, ça, c'est pas du mépris par rapport aux autres candidats, hein, mais on les voit pas sur le terrain. On les voit pas. Je pense que ça les conforte qu'il n'y ait pas une mobilisation importante, parce que la mobilisation ne profite pas aux sortants. Mmh. Et nous, justement, on veut amplifier, on veut que les gens s'intéressent à la politique, s'intéressent à l'élection municipale, parce que c'est un scrutin important. C'est un scrutin local, mais c'est aussi un scrutin national. Je vous explique pourquoi. Parce que les conseillers municipaux et le maire qui va être élu en 2026, c'est l'équipe aussi qui va élire les prochains sénateurs. Donc, en vérité, c'est une élection nationale. Pour nous, avoir le soutien de quelqu'un comme, alors moi, Manuel Bompard, hein, franchement, je peux pas vous dire comment ça nous a fait extrêmement plaisir qu'il vienne en pleine négociation budgétaire, qui vienne juste crac-cray dans un contexte compliqué, nous apporter son soutien, qui nous fasse l'amitié d'apporter son soutien, nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Et les députés de la France insoumise, comme le futur président de la République, Jean-Luc Mélenchon, sont très appréciés à Creil, parce que les gens se reconnaissent dans leurs idées. Aujourd'hui, la France insoumise est le seul parti politique, justement, qui parle de ces territoires oubliés. Très bien. Vous avez, sur Creil, du coup, qui a 4 listes en tout, une Mmh. liste de droite et 3 listes de gauche. Mmh. Vous avez une liste lutte ouvrière qu'on a évoquée, une liste, gauche rassemblée, on va dire, et une Mmh. liste LFI, Mmh. dont vous êtes la tête de liste. Hem, qu'est-ce que vous diriez, on va mettre la droite de côté, mais qu'est-ce que vous diriez à un électeur de gauche pour qu'il vote pour vous? Bah, moi, je voudrais dire aux électeurs de gauche qu'à Creil, à l'élection présidentielle, les Créoises et les Créois ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à 56%. Aux élections européennes, ils ont voté à 47,7%. Aux élections législatives de 2024, le candidat de la France insoumise, qui était le candidat NFP, a eu au deuxième tour 79%. Donc la gauche qui gagne à Creil, c'est LFI. Donc ça, il faut qu'on soit clair dessus. Euh, Ce que je voudrais dire aussi aux électeurs, que moi je comprends qu'ils en aient marre des politiques de renoncement auxquelles ils font face tous les jours. Voilà. Aujourd'hui, en haut, on prend des décisions qui ont un impact à Creil. On prend des décisions à l'Assemblée nationale qui ont un impact sur les services publics à Creil, sur les écoles, sur l'hôpital. Et du coup, j'ai envie de leur dire, si vous voulez avoir des élus qui vous défendent aussi bien à Creil qu'à l'échelle nationale, bah, il faut voter pour des gens qui sont sur une ligne de rupture. Nous, on n'a qu'une ligne, c'est le programme et rien que le programme. Et donc, on vous invite à voter massivement pour la France insoumise. Je voudrais qu'on ait, un petit mot pour les diasporas. Les diasporas, Creil est une ville Oui. multiculturelle dans laquelle il y a de nombreuses diasporas.
de personnes de toute confession, de toute origine, et pourtant qui vivent ensemble. Souvent, on entend dire par ces personnes, qu'elles ne sont prises en considération qu'au moment des élections. Elles sont un petit peu dépitées de la politique parce qu'elles ont l'impression de recevoir des promesses qui ne seront pas tenues par la suite et du coup, ça les conduit à être dégoûtées de la politique. Qu'est-ce que vous ferez pour que ces populations arrêtent de ressentir ces choses-là et soient enfin prises en compte par les politiques de manière générale? Ah, j'ai envie de leur dire, bah, faites-nous confiance déjà, dans un premier temps. Nous, cette diaspora, cette jeunesse, on voit qu'elle a du talent. Voilà. On voit des réussites aussi bien, locales, parfois nationales, parfois même internationales. On voit des gens qui ont réussi à travers leur sens des affaires à développer, des entreprises stables, à créer de l'emploi et déjà, je voudrais les remercier pour tout le travail qu'ils font au quotidien parce qu'ils font partie des acteurs qui permettent à la ville de tenir debout, ce qui n'est pas rien. Et tous ces gens-là, ce qui les dégoûte souvent, c'est qu'ils ont grandi à Creil, ils ont envie de contribuer à la ville et souvent ils sont mis de côté. Alors pendant les élections, effectivement, on va les voir, on s'intéresse à eux et après, plus rien. Moi, j'ai envie de dire que demain, maire de Creil, je veux créer une alliance aussi bien avec pas seulement la diaspora, hein, l'ensemble de la ville, l'ensemble des quartiers. Demain, en tant que maire de Creil, je ne serai pas le maire d'une communauté. Je serai le maire de tous les Créoises et de tous les Créois. Et donc, j'ai envie de dire à tout le monde que voilà, moi, demain, maire de Creil, je veux créer une alliance avec les habitants, une alliance avec les agents de la ville et une alliance avec mon équipe pour justement redresser cette ville qu'on aime tous, parce qu'on est tous, tout le monde hein, est triste parce qu'il y a beaucoup de gens hein, de cette diaspora, enfin, des gens qui ont maintenant, qui font partie de la classe moyenne, qui ont la possibilité de partir. Mais ils restent dans la ville. Parce que cette ville, elle est importante pour eux, ils ont des attaches, ils ont leur famille, ils l'aiment surtout. Et ils voudraient la voir s'épanouir, ils voudraient la voir changer, et ils ont des projets audacieux, et donc j'ai envie de leur dire, faites-nous confiance, demain, une fois qu'on est élu, je serai avec mon équipe à la tête de cette ville, on vous rencontrera à nouveau. Voilà, c'est pas parce que l'élection est passée qu'on va vous oublier, et on essaiera de mettre en place des dynamiques justement pour accompagner cette ville. Vous parlez de vous faire confiance, donc je voudrais que pour le mot de la fin, en 1 minute, face caméra, vous puissiez nous dire pourquoi les Créoises et les Créois devraient vous faire confiance. Alors, les Créoises et les Créois, vous allez être appelés à voter les 15 et 22 mars prochains. On le voit dans le contexte international et national qu'on traverse, où on voit une montée des discriminations, euh, une volonté de diviser les gens les uns contre les montées les uns contre les autres. On voit une montée du racisme, on voit une montée de l'antisémitisme, on voit une montée de l'islamophobie, on voit une politique de casse des services publics, une politique où justement on exclut les gens des quartiers populaires. Eh ben, j'ai envie de dire, votez pour des gens, pas seulement à Creil, hein, dans toutes les villes où il y a des listes insoumises, votez pour des candidats de la France insoumise. Ça va être des candidats justement qui vont être sur une ligne de rupture, qui vont se battre pour des emplois, pour des logements dignes, pour des villes plus sûres, pour des villes plus propres, pour des villes plus écologiques, et pour mettre en place la cantine gratuite pour toutes et tous, hein, parce qu'on le voit à Creil, huitième ville la plus pauvre de France, on voit des enfants qui n'arrivent pas à manger le midi, ils ont juste des pâtes et du ketchup. Nous, ces enfants-là, pour nous, ils méritent de pouvoir avoir un repas équilibré au moins une fois dans la journée. On veut aussi se battre pour toutes ces familles monoparentales, on veut se battre pour nos quartiers, et en tout cas, voilà. Si vous nous faites confiance, on respectera le programme et rien que le programme, donc on compte sur vous. Et je voudrais aussi dire aussi, ne vous laissez pas avoir par le récit où on nous dirait non, le Parti socialiste est trop fort, qui va gagner. Moi, je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Le candidat, le maire de Creil a été élu avec 2 997 voix ou 95 voix, en tout cas moins de 3 000 voix aux dernières élections. C'est 3 000 personnes qui font la politique pour une ville de 35 000 habitants. Ne vous laissez pas avoir, ils sont pas si nombreux que ça. On peut changer les choses, faites-nous confiance, il faut juste aller se mobiliser, il faut aller voter, voilà. Si vous faites le choix de voter, de vous mobiliser, d'aller, de vous déplacer dans l'urne, eh ben le changement est possible. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. On vous remercie beaucoup, Omar Yacoub, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir présenté votre programme. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Le débat démocratique continue et ce sont désormais les électeurs de Creil qui décideront de leur futur.
Bonne journée, à bientôt.